Les entretiens du marquis, bonjour à tous. Un troisième mandat pour Macron? Provocation ou diversion? Avant de traiter cette information et beaucoup d'autres, je voulais remercier comme il se doit tous ceux qui me permettent de vous offrir ce journal, qui m'aident à l'aide de ces merci rémunérateurs. Aujourd'hui sont à l'honneur Philippe Baconnet, Véronique et Combe. Merci, merci encore. Et puis je tenais aussi à vous remercier pour votre loyauté et votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à lever le petit pouce, à diffuser ces vidéos sur d'autres réseaux sociaux et à m'écrire des gentils messages. Il ne faut rien lâcher. Je vais revenir sur une information que j'ai traitée hier. Vous êtes nombreux à m'avoir posé des questions et notamment certains m'ont écrit « Mais si l'hydroxychloroquine est un produit dangereux, il tue ». Alors l'information en question, c'est celle-là. Lors de la pandémie de Covid-19, au moins 16 000 décès dus à l'hydroxychloroquine. Vous vous souvenez. Et je vous avais montré par ailleurs à l'intérieur ce que disait Mathieu Molinard, chef de service de pharmacologie médicale au CHU de Bordeaux, en expliquant que l'hydroxychloroquine approchait les 11%. Alors, l'hydroxychloroquine tue? Oui. Mais comme disait Gérard Majax, il y a un truc. Quand j'étais gamin, je ne ratais jamais un numéro de Gérard Majax. Alors, on va essayer de comprendre ce tour de magie. Comment se fait-il que ce médicament qui a été prescrit des milliards de fois sans problème se transforme, ô magie, en médicament extrêmement dangereux? Il y a bien une étude qui nous montre que l'hydroxychloroquine peut se révéler mortelle. Alors, quel est le truc? Quelle est l'astuce? Est-ce que vous avez une idée du tour de magie de Mathieu Molimard? Allez, on va regarder de suite la solution. Les doses d'hydroxychloroquine dans cet essai Recovery données aux patients au protocole sont de 2400 mg, 12 sachets de 200 mg, avec 1860 mg d'hydroxychloroquine dans les premières 24 heures et 9600 mg d'hydroxychloroquine pour l'ensemble du traitement. Et que nous dit le professeur Perron? La dose maximale autorisée par l'AMM, autorisation de mise sur le marché, est de 3 comprimés à 200 mg par jour. Avec Recovery, c'est 12 comprimés le premier jour. Et voilà, vous avez la solution de ce tour de magie de Mathieu Molimard. Le surdosage, faire en sorte que ce médicament devienne mortel en le surdosant. Vous imaginez les responsabilités de ces médecins qui ont autorisé ce genre d'essai? Quand on travaille sur cette période-là, on va de monstruosité en monstruosité. Mais derrière, il y a des commanditaires de Recovery. Molimard n'est qu'un petit exécutant, un attaché de presse. Qui se cache derrière ces essais contre l'hydroxychloroquine? Toujours les mêmes, toujours les mêmes. L'industrie pharmaceutique. Le 5 juin, Recovery annonce la suspension des essais avec l'hydroxychloroquine pour non-efficacité et un taux de létalité important. Nous avons compris ce que c'était le surdosage. Cette étude est entre autres financée par la fondation Bill Gates, qui subventionnait également l'hôpital Brigham and Women's à Boston, d'où est sortie la fameuse étude MERA, retirée depuis. Coïncidence? Non, il n'y a pas de coïncidence, bien évidemment. Alors, Mathieu Molimard, par la suite, peut instrumentaliser ces chiffres. Vous sortez un taux de létalité de 11% sur Recovery qui a surdosé l'hydroxychloroquine. Vous l'appliquez à l'ensemble de la planète en disant que si Recovery a fait 11%, tous ceux qui ont été traités à l'hydroxychloroquine auront le même taux de létalité. Et donc, vous obtenez ces 16 000 morts. Ce qu'oublie de dire ce charlatan de Molimard, c'est que les gens n'ont pas été surdosés à l'hydroxychloroquine et que donc cela n'a pas pu entraîner un taux de mortalité. Hier, je l'avais expliqué peut-être de manière un peu trop allusive, je suis revenu dans les détails. Et ce Molimard que l'on voit sur les plateaux de télévision, on nous explique que c'est un grand scientifique, vous imaginez ce type de personnage. Et regardez d'ailleurs dans l'émission de Patrick Cohen, les médecins alertent une nouvelle fois sur Didier Raoult, c'est Mathieu Molimard. C'est-à-dire que ce sont des médecins qui harcèlent Didier Raoult. Vous comprenez pourquoi nous sommes en colère que des journaux puissent être complices. On ne va pas dire un autre mot, c'est une barbouzerie. Ensuite, je vais revenir sur une vidéo qui a fait un petit peu le buzz, celle de Henri d'Anselme. Vous êtes en effet très nombreux à m'avoir écrit, m'expliquant qu'il n'y a pas
d'attentat à Annecy pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas de traces de sang. Il n'y a pas non plus d'image montrant l'agression du Syrien vis-à-vis des enfants. Il me semble que vous confondez la cause et la conséquence. Pourquoi n'y a-t-il pas eu d'image? Parce que, contrairement à ce que vous affirmez, ces images existent. Je les ai vues. Elles ont d'ailleurs été sur les réseaux sociaux quelques minutes après l'attentat, puisque les gens qui ont filmé ont posté sur les réseaux sociaux. Mais voilà, elles ont très rapidement disparu. Pour quelle raison? La voilà. Le code pénal sanctionne la diffusion de vidéos de violence, comme celle montrant un homme attaquant des personnes à Annecy. Des peines qui concernent aussi les internautes relayant ces images sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Relayer ce type de clip vous expose au code pénal. C'est pour cette raison que la presse de réinformation n'a pas pu vous montrer ces images, parce qu'on s'exposait en effet à des sanctions. Même Paris Match n'a pas osé. Donc les images qui ont été montrées sont très éloignées, elles ne présentent pas de victimes. Les politiques expliquent que c'est pour la protection des victimes. La raison, vous la connaissez, c'est qu'une image de ce type, c'est traumatisant. Elle reste très longtemps dans l'esprit des Français. Si vous supprimez la violence des images, eh bien, c'est un souvenir qui est chassé par un autre. Il n'y a pas de traumatisme et le gouvernement peut évacuer l'affaire très rapidement. Vous comprenez mieux pourquoi on interdit les images des attentats. Il faut savoir que la presse étrangère n'est pas soumise à ce type d'interdiction et qu'elle nous a présenté. D'ailleurs, si certains d'entre vous veulent chercher, ils trouveront les images. Et puis, LCI a fait en sorte de montrer qu'il y avait du complotisme. Alors, je suis d'accord avec LCI sur Henri d'Anselme, mais regardez comment ils terminent leur article. Par exemple, alors que l'information se confirmait, au fil des heures, des comptes d'extrême droite ont refusé de croire qu'il s'agissait d'un Syrien de confession chrétienne. Je ne vais pas reprendre toute l'analyse que j'ai fournie précédemment, mais je voudrais quand même rappeler et répondre à LCU que des journalistes se sont rendus en Suède, c'était le lieu où vivait le terroriste syrien avant d'arriver en France, que la communauté syrienne de Suède chrétienne n'a jamais vu ce personnage, que de très nombreux journalistes d'investigation de la presse internationale a déclaré que c'était un agent dormant d'Al-Qaïda. Alors, messieurs de LCI, allez dire à certains journalistes renommés que ce sont des extrémistes d'extrême droite, des complotistes. Sans transition, nous allons passer à la page France et Richard Ferrand fait le buzz. Richard Ferrand appelle à modifier la Constitution pour autoriser un troisième mandat présidentiel. L'ancien président de l'Assemblée nationale, très proche d'Emmanuel Macron, prend la parole pour distiller ses conseils dans une période mouvementée pour l'exécutif. L'encre de la presse n'avait même pas eu le temps de sécher que les réseaux sociaux se sont enflammés. Une indignation générale. Alors certains ont rappelé l'attitude de ces castors qui ont voté pour Macron en 2017, en 2022 et qui seraient prêts à recommencer en 2027. Je ne sais pas si vous avez entendu, il y a la petite musique, on attaque le Rassemblement national, que c'est un parti fasciste extrêmement dangereux. Il nous rejoue le coup des castors en ce moment dans la presse. Et puis certains n'hésitent pas à comparer Emmanuel Macron à un dictateur, le Kim Jong Macron, qui est prêt à devenir président à vie. Alors, est-ce que l'hypothèse a déjà été présentée? Oui, j'avais fait une émission, et d'ailleurs on va se rafraîchir la mémoire à travers cet article de Libération. Le sujet a été remis sur la table de manière beaucoup plus circonstanciée et originale par le journaliste du Figaro, Georges Malbruno. J'en avais fait une vidéo d'ailleurs. Dans un tweet, il relaie ainsi une analyse d'un service de renseignement français selon laquelle, en 2023, Macron fera passer la réforme des retraites en recourant au 49.3. Vous remarquez que son analyse est très juste, puis il dissoudra l'Assemblée. Il démissionnerait ensuite faute de majorité, ce qui lui permet de se représenter dans la foulée ou au scrutin suivant. On passe d'une hypothèse à une prévision. Contrairement à ce qu'affirme Libération, il y avait d'autres conseillers qui avaient travaillé sur ce scénario. Il n'y avait pas que Jean-Jacques Urvoas, qui est, pour ceux qui s'en souviennent, l'ancien ministre de la Justice de François Hollande, très proche d'Emmanuel Macron. Le scénario ne s'est pas déroulé comme prévu, Emmanuel Macron est bien plus en difficulté qu'il ne l'imaginait, et puis le poste de von der Leyen ne s'est pas libéré. Alors pourquoi
Richard Ferrand remet ce scénario à la une des journaux, parce qu'à l'époque déjà, on avait expliqué que c'était pas possible qu'Emmanuel Macron brigue un troisième mandat. Il faudrait que l'ensemble des élus, députés et sénateurs, se réunissent en congrès et qu'ils votent une modification de la Constitution. À l'heure actuelle, Emmanuel Macron n'a pas la majorité pour cette modification de la Constitution. Il pourrait bien tenter un coup d'État à la Napoléon III, mais là encore, cela paraît très improbable. Alors, Richard Ferrand, qu'est-ce que vous êtes en train de nous faire? Une provocation ou une diversion? Eh bien, pour moi, c'est un peu des deux. Richard Ferrand était sur la touche, il n'a pas été élu en 2022, il se présente en quelque sorte auprès d'Emmanuel Macron en expliquant « je suis un fidèle des fidèles, j'irai jusqu'au bout, même à un troisième mandat ». Et puis c'est une diversion pour le camp macroniste, parce que ça se passe très mal pour les macronistes. Je ne cesse de vous le rappeler, regardez cet article du Figaro qui est très instructif. Emmanuel Macron veut faire un pas vers la droite sans braquer sa majorité. Selon notre sondage Odoxa, les Français souhaitent le départ d'Elisabeth Borne et un accord avec les LR. Et oui, les Français veulent que Borne dégage. Voilà, je viens d'écouter François Bayrou interviewé par la presse. Il met son veto catégorique à une entrée des LR au gouvernement. Il serait prêt à quitter la majorité présidentielle si cela se faisait. Une partie de l'aile gauche de la majorité de Renaissance refuse l'arrivée des LR. Quant aux LR, lorsqu'on les écoute au cirque d'hiver, il est hors de question de collaborer avec Emmanuel Macron. Vous comprenez bien qu'Emmanuel Macron est dans une situation difficile. Alors, il a peut-être chargé Richard Ferrand de lancer ce ballon d'essai, mais vu la levée de bouclier, à mon avis, c'est une erreur politique et stratégique. Et puis, vous savez que la seule carte qui reste à Emmanuel Macron, c'est la communication. Et là, je vous avouerai que cette vidéo m'avait échappé. J'avais vu en effet sur les réseaux sociaux Emmanuel Macron boire de la bière en compagnie des vainqueurs de la finale entre le Stade Toulousain et La Rochelle. Je dis, bon, il est entré dans le vestiaire encore une fois, il nous fait une Mbappé. Mais il a fait quelque chose que je n'avais pas vu. Il ne s'est pas contenté de boire une gorgée de bière, il a terminé la bouteille. Oui, vous ne rêvez pas, il descend une bière cul sec, comme un ado attardé, un étudiant immature de première année d'école de commerce. Emmanuel Macron ne rate jamais une occasion d'humilier le peuple français. Quelqu'un pourrait lui rappeler les devoirs du chef de l'État, qu'il représente la nation, qu'il n'est pas là essentiellement pour faire de la communication. Alors, quand on regarde cette image, il y avait une volonté de la part du chef de l'État. La première, c'est qu'il boit une Corona. Corona, c'est la bière préférée de Jacques Chirac. Essaie-t-il de ranimer la flamme du chiracisme en buvant lui aussi une Corona? Ça me paraît évidemment une opération de communication impossible à réaliser. La deuxième, en se montrant sympathique. Pour quelle raison? Je vous l'ai expliqué hier. Il a été sifflé par 80 000 spectateurs. C'était donc une tentative de reconquérir une partie de son électorat. Opération complètement ratée. Parce que lorsqu'on se conduit comme un adolescent attardé, on est après traité comme un adolescent attardé. Regardez ce qui arrive à Emmanuel Macron lors de sa préparation dans la ville de Marseille. Eh bien, ça tourne à l'aigre. Le cabinet du chef de l'État a été empêché de procéder à une visite préparatoire par les services de la ville de Marseille. Et oui, comme Macron passe son temps à bouffonner, il n'est plus respecté à l'international comme au niveau national. Et il y a parfois des petites attaques contre Emmanuel Macron qui sont des petites piques assez amusantes, du venin distillé. Allez, je vous montre la une de gala, Brigitte Macron à la reconquête des cœurs. Certains pourraient me dire, mais elle est plutôt favorable à Brigitte Macron. Regardez en haut à droite. Spécial homme, Brigitte Macron. Mais qui a pu faire cela? Vous n'avez pas l'impression qu'on ravive le feu de Jean Mimi avec ce genre de une de gala? Et puis, on peut se poser la question, qui possède Gala? C'est Vivendi, Vivendi, c'est Bolloré. Il faut savoir que l'Europe a demandé à Bolloré de vendre ce titre parce que Bolloré possède trop de journaux, il y a une trop grande concentration. Est-ce que ce sont les dernières attaques contre le gouvernement? En tous les cas, cela y ressemble. Et à l'intérieur, j'ai trouvé un autre article qui m'a amusé.
c'est que Gala rappelle la défaite d'Emmanuel Macron l'année dernière lorsqu'il a perdu les élections législatives. Il était au bord des larmes. Et la défaite de sa majorité, rappelle Gala, c'est la défaite d'Emmanuel Macron. Pour reprendre les termes d'un éditorialiste, Emmanuel Macron est dans une période de confusion. Que signifie le terme confusion en politiquement correct ? Eh bien, Emmanuel Macron n'a plus de carte en main. Il est sous la menace de François Bayrou, il est sous la menace des LR. Et il semblerait que les LR voudraient faire voter cette motion de censure. À suivre, bien évidemment. Alors, je voudrais revenir sur souvent cette image qu'on a d'Emmanuel Macron, quelqu'un de très puissant, intelligent. C'est entièrement faux. C'est quelqu'un qui n'a pas de suite dans les idées, qui ne se maintient que par la communication. Ne le rendons pas plus important qu'il ne l'est. À tel point d'ailleurs que Richard Ferrand est obligé d'allumer un contre-feu pour cacher la misère d'Emmanuel Macron en ce moment. Voilà, nous allons ouvrir la page LCU. LCU, la chaîne d'information ukrainienne. Eh bien, j'ai été déçu parce que mon petit bonheur du matin, vous le savez, c'est aller débunker les informations de LCU. Et là, strictement rien. Si j'ai trouvé une seule information, et j'avoue que j'ai été un peu déstabilisé par ce titre. Guerre en Ukraine, pour la fête des pères, Volodymyr Zelensky salue les soldats courageux. Quelqu'un peut m'expliquer en quoi cette nouvelle est pertinente dans un média français ? Car c'est le seul président qui souhaite la fête des pères. Il n'y a pas d'autre président européen qui agit de la sorte. On remarque que même Emmanuel Macron n'a pas souhaité la fête des pères aux Français. Et il nous présente Zelensky. On a bien compris que c'est un écran de fumée pour cacher la réalité de la situation militaire en Ukraine. D'après tous les spécialistes, la défaite est consommée de la contre-offensive kievienne. Le bilan en termes de matériel est colossal et le bilan humain, lui, il est effroyable. Eh bien, détournons l'attention en allant vers la fête des pères. Bravo, messieurs de LCU. Sinon, j'avais envie de vous présenter ce tweet on parle souvent de complotisme. Liste des trucs que la presse refuse de publier. Le carnet d'Epstein, les textos d'Ursula, le laptop d'Hunter Biden, les enregistrements mettant en cause Joe Biden, la liste des effets secondaires du vaccin, le contrat Pfizer, Fauci et les biolabs. Et on est complotiste ? Et lorsqu'on ajoute toutes les informations au sujet de la Russie, cela fait beaucoup de complots. Allez, on va terminer sur une nouvelle plutôt positive. Nicolas Dupont-Aignan a proposé, notamment devant les micros d'Europe 1, une liste Debout la France, une liste souverainiste, gaulliste pour l'indépendance du pays. Et certains leaders souverainistes, gaullistes seraient associés, comme Florian Philippot et d'autres. On attend des éclaircissements. Manifestement, il y a des négociations avec différents courants gaullistes. On espère en effet une union des patriotes. Voilà, si vous avez aimé ce journal, n'hésitez pas à le soutenir par un petit pouce levé, par un gentil message ou pour la diffusion sur d'autres réseaux sociaux. Et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.